Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à la place des citoyens européens issus de l'immigration dans les élections européennes de juin 2024. Les résultats d'une étude ont mis en lumière un fait intéressant, l'absence de tête de liste issue de l'immigration dans tous les pays membres de l'Union européenne. Cette constatation soulève des questions fondamentales sur l'engagement politique et la représentation des Européens issus de ce qu'on appelle désormais le Sud global. Certaines voix affirment qu'il est temps pour cette communauté de s'impliquer davantage dans la politique, tandis que d'autres dénoncent un système qui les relègue au rôle d'alibi, perpétuant ainsi une mécanique coloniale désuète. Pourtant, des initiatives en France, comme Diaspora Vote, offrent une lueur d'espoir en militant pour une participation politique accrue des citoyens européens issus de l'immigration. De même, le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne en création, émerge comme une nouvelle force visant à structurer la diaspora algérienne pour qu'elle pèse de tout son poids dans les élections futures. Cependant, cette quête de représentation est confrontée à des défis majeurs, notamment la propagande anti-immigration et la marginalisation persistante de cette communauté au sein de la société européenne. Mais qu'apportent les élus issus de la diversité aux politiques européennes? Quelle importance revêt-il pour les personnes des enjeux de la diversité d'avoir des élus qui leur ressemblent? Sommes-nous à un tournant des relations entre le continent africain, la région euro-méditerranéenne et les diasporas d'Europe, un tournant susceptible de changer ces relations? Pour en débattre, je suis honorée d'accueillir un panel de politiques et d'experts. Salima Yenbou, députée européenne, qui nous rejoint par Skype depuis la France. Rudolf Elkarré, professeur des universités, sociologue et politologue, sera avec nous via Zoom depuis la Belgique. Karim Zeribi, ancien député européen, et Mohamed Hani, député algérien, seront à mes côtés sur le plateau à travers l'émission Le Vrai Dialogue. Nous espérons éclairer et susciter la réflexion sur un sujet essentiel pour l'avenir des relations entre l'Europe et le Sud global. À tout de suite. Bonsoir à tous les quatre et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et je poserai ma première question à Madame Salima Yenbou qui nous a rejoint depuis la France. Madame Yenbou, vous avez été la première élue de la liste Renaissance, la liste de la diversité. Qu'avez-vous apporté de spécifique, de spécial tout au long de votre mandat qui va s'achever dans 2 mois? Je rappelle, les élections européennes auront lieu le 9 juin 2024 dans 27 pays européens. Effectivement, j'ai eu la chance de rejoindre le groupe Renew et la délégation Europe Ensemble et de trouver une famille politique qui m'a permis de poursuivre mon émancipation à l'échelle européenne cette fois-ci. Et puis, mon parcours, mes origines, ma double culture ont été perçus et sont toujours perçus comme de véritables atouts pour porter de nouveaux combats et de nouvelles avancées au sein de notre Parlement, mais aussi d'avoir peut-être un regard différent sur certains thèmes et pouvoir enrichir le débat avec ce regard différent. Et je suis contente parce que c'est un peu la marque de fabrique de ma famille politique et pour ça, j'ai la possibilité de dérouler ce que j'ai envie au sein de ce groupe. Et donc, vous avez parlé des élections à venir. J'aimerais bien évidemment poursuivre cet engagement en faveur de la représentation des minorités, sur un deuxième mandat et en poursuivant avec cet ADN qui fait de Renaissance le parti européen en faveur d'une Europe émancipatrice. Je suis persuadée que l'Europe ne réussira son pari que si elle prend en compte la diversité de manière beaucoup plus globale que celle qu'on entend
lorsqu'on parle au niveau européen, parce qu'il s'agit des 27 pays. Donc aller de plus en plus finement dans les États membres. Et les discriminations, la sous-représentation, toutes ces formes de racisme sont, selon moi, les pires ennemis de notre unité de sentiment d'appartenance et de la cohésion des peuples. Donc on le voit bien avec tout le travail, si on peut parler de travail, en tout cas pas parlementaire, du Rassemblement national et du groupe ID pour attiser la haine et affaiblir le projet européen. Et je crois qu'il faut encore poursuivre ces avancées. Je parle d'émancipation. Moi, je suis fille de parents immigrés venant d'Algérie. J'ai grandi dans une des plus grandes cités de France, la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Et j'ai à cœur de répéter que grâce à l'école de la République, non sans mal, j'ai pu gravir les marches les unes après les autres jusqu'à la députation européenne. Et je dis, c'était sans doute plus difficile que pour d'autres. J'ai accepté cette différence, mais c'est possible. La France le permet en travaillant forcément de manière injuste 2 fois plus ou 3 fois plus, ça dépend des personnes, mais on peut aboutir à ce parcours d'émancipation. Et ce que j'ai apporté au sein du Parlement, c'est justement cette vision et aussi le fait de dire que Erasmus est élitiste. À un moment, il fallait qu'on puisse le dire. Comment on travaille ensemble pour le rendre accessible aux personnes qui sont les plus éloignées et qui n'ont même pas idée de ces opportunités. Donc, j'ai fait un gros travail dessus. J'ai aussi sauvé un petit programme de mobilité qui s'appelle Discover EU et qui aujourd'hui est pleinement utilisé par les gamins des quartiers et des zones rurales. Et ça, pour moi, c'est une force et une fierté d'avoir poussé là-dessus et de l'avoir fait de manière transversale dans tous les dossiers européens. Et j'aimerais que cette position, que cette fonction, mon engagement depuis mon quartier à l'époque où j'avais 16 ans et que j'avais une association d'aide aux devoirs, que ça serve à tous les jeunes issus des minorités ou des territoires les plus éloignés des opportunités qu'offre l'Europe. Karim Zeribi, vous aussi, vous connaissez très bien l'institution européenne, en l'occurrence le Parlement européen, la seule instance qui est élue au suffrage universel direct, parce que vous avez été aussi député européen durant la législature, corrigez-moi, de 2009-2014. C'est ça. Selon vous, que peut apporter les communautés diasporiques qui vivent et travaillent et qui en sont citoyens des 27 pays de l'Union européenne? Que peuvent-ils apporter au niveau des institutions européennes? Déjà, avant de parler de communauté ou de diaspora, chacune et chacun d'entre nous, élus, peut apporter ce qu'il est en fonction de sa sensibilité, de son parcours, de son histoire, de sa formation, de son, je dirais, domaine d'expertise aussi, puisque le Parlement européen fonctionne différemment des parlements nationaux. Donc on a souvent des parlementaires qui se sont spécialisés dans un domaine de prédilection et qui creusent le sillon pour porter des projets à l'échelle européenne. Chacun peut apporter ce qu'il est, avec beaucoup d'authenticité, de conviction. Et quand vous parlez des gens issus de diverses communautés qui peuvent composer l'Union européenne, chacun apporte, encore une fois, une part de ce qu'il est, de son histoire, de sa formation, de sa sensibilité, de ses convictions. Et quel que soit, j'allais dire, le bord politique choisi, il y a une place à occuper par ces femmes et ces hommes. Mmh. Monsieur Mohamed Hani, vous êtes aussi un élu, mais vous êtes un député algérien et vous avez un parcours atypique, j'allais dire, parce que vous êtes issu également de la diaspora algérienne de France. Vous avez tout un parcours formatif, professionnel. Et puis quand vous avez ou ressenti le besoin de faire de la politique, vous êtes dit « Ah non, moi je vais retourner dans mon pays d'origine et je vais faire de la politique là-bas ». Comment vous pouvez expliquer ce parcours atypique? Alors, c'est vrai que le choix de rentrer en Algérie et de faire de la politique, déjà c'est un choix personnel et puis par conviction. N'oublions pas qu'en 2019, il y a eu cette volonté populaire d'apporter un changement. Le peuple algérien est sorti dans les rues par millions et ils ont souhaité ce changement sur lequel
personnellement, je voulais apporter un plus, je voulais participer dans cette vie. La chance nous a été donnée avec le nouveau code électoral qui permet justement à des listes indépendantes de participer. Et d'ailleurs, je suis élu d'une liste indépendante, sur une liste indépendante de la wilaya de Béjar. Ensuite, j'ai eu la chance de présider la commission des affaires étrangères qui m'a permis de mettre en place mon expérience acquise en France pendant une vingtaine d'années, un peu plus même, et mon réseau, j'allais dire en parenthèse, que j'ai pu construire dans mon domaine professionnel. À partir de là, je suis dans une vision, quand je vois ce qui se passe en Europe d'une manière générale et ce qui s'est passé en France. La chance qui a été donnée aux élus d'origine étrangère et d'une manière particulière d'origine algérienne. Je me dis qu'il y a du potentiel. J'y crois à un projet qui permettrait aux deux rives de construire quelque chose pour l'intérêt commun, bien évidemment, mais en ayant cette vision égal à égal, cette vision, chacun défendra ses intérêts, bien évidemment, mais je pense qu'à deux, c'est-à-dire que les élus français, par exemple, d'origine algérienne, et les élus algériens peuvent arriver à une solution qui fera l'intérêt des deux pays. Maintenant, pour revenir aux élus, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près 500, je parle souvent de la France parce que c'est quand même notre communauté, elle est plus représentée en France qu'ailleurs, et je vois qu'il y a à peu près un peu plus de 500 élus locaux. Mais en contrepartie, on ne leur donne pas cette chance d'aller par exemple au Sénat, d'aller à l'Assemblée nationale, d'aller aux européennes. Donc je me dis qu'il est temps qu'aujourd'hui ce travail se fasse ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que nous avons 2 200 000 franco-algériens, je pense que c'est une force qui pèse sur l'échiquier politique, qui pèse sur l'électorat français. Et je me dis maintenant avec les prochaines élections, pourquoi pas travailler ensemble pour pouvoir justement avoir une meilleure représentation et qui défendra aussi l'intérêt du pays d'origine. Parce que quand on voit des fois certaines résolutions, si on avait certainement, si on avait plus d'élus au niveau du Parlement européen, j'ai vu des positions de M. Zeribi, j'ai vu des positions d'autres élus européens, je pense qu'on pourra faire un bon parcours ensemble. Monsieur El Carré, Monsieur Rudolf El Carré, vous avez écouté, comme nous tous ici sur le plateau et les téléspectateurs, une réflexion par rapport à ces trois parcours? Oui. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de polémique, il s'agit d'échange. Et donc, puisque les invités, les honorables invités, ont parlé d'expérience, permettez-moi d'avoir 2 ou 3 commentaires issus également de l'expérience qui a été la mienne dans ce parcours avec les institutions européennes. Mais d'abord, on ne va pas entrer dans un débat académique maintenant sur la question de l'inclusion, de l'importation du terme à partir d'une sphère culturelle qui est celle des États-Unis. Ça, c'est une autre question. Il y a 2 ou 3 points à éclairer. La notion d'intégration n'a rien à voir avec l'assimilation. L'assimilation, c'est une déstructuration culturelle totale, un oubli de ses origines, de ses racines, de ce qui a fait de cet apport, pour adopter totalement les modes de vie, de comportement, les modes culturels, les codes culturels de la société d'accueil. Lorsque j'ai été élu commissaire à la culture, chargé du cinéma et de la musique dans une ville des Alpes-Maritimes, je ne me suis pas désintégré. Un préfet qui assume ses responsabilités républicaines alors qu'il est d'origine algérienne ne se désintègre pas. Il vit ce qui relève de sa sphère privée dans la sphère privée, mais il assume les règles de la République. Permettez-moi ici de vous donner un exemple qui est celui de la Voïvodine, lorsque dans la guerre de destruction de la Yougoslavie. Et vous voyez que je pèse chacun de mes mots. J'ai bien dit destruction de la Yougoslavie pour ce qu'elle représente. Il y a eu une région qui s'appelle la Voïvodine, où il y a 14 religions et 28 nationalités. Il n'y a pas eu un seul coup de feu. Pas une goutte de sang n'a coulé. Pour quelle raison? Parce que toute la dimension culturelle, personnelle, dans la sphère privée était vécue dans la sphère privée, mais la loi était une loi commune. Et puisqu'on parle de l'Algérie, un dernier point aussi sur cette question, on ne peut pas en même temps parler de minorité et de citoyenneté. Il faut choisir. Si c'est une minorité, ça signifie qu'on est un groupe quelque part en comment dire, désarticulation par rapport à l'ensemble social, même si il faut de toute façon redéfinir la notion de minorité. Maintenant, venons-en à l'Algérie et à l'expérience algérienne. Ça m'a beaucoup intéressé et a retenu mon attention ce qu'ont dit M. Hani et Zeribi, c'est-à-dire la construction de passerelles. Eh bien,
au début des années 1990, 1990, bon, j'étais à l'époque, à part l'université, j'étais secrétaire général des relations scientifiques euro-arabes. Et dans ce cadre-là, j'ai porté un projet en Algérie notamment, dans plusieurs pays arabes d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, mais en Algérie, qui était basé sur le principe suivant. Premièrement, l'annulation de la dette. Deuxièmement, le réinvestissement du service de la dette dans des projets nationaux, locaux, sur la base des besoins locaux. Et puisqu'il y a aujourd'hui le sommet du gaz qui se tient à Alger, je voudrais rappeler deux dimensions essentielles que nous avions à l'époque portées, et mon interlocuteur à l'époque, c'était l'INESG, et vous connaissez certainement M. Mohamed Boukhabza qui a été assassiné dans des conditions atroces, une journée après m'avoir accompagné à l'aéroport. Eh bien, l'idée était de construire un oléoduc à partir de l'Algérie vers l'Europe via le Maroc et l'Espagne, d'une part, et d'autre part, une ligne à grande vitesse sud-sud partant de Casablanca jusqu'au Caire. Ça, c'était au niveau infrastructurel, mais le plus important n'était pas là. Le plus important, c'était de faire un recensement de toutes les capacités intellectuelles expatriées algériennes qui avaient eu lieu. Vous savez certainement que le plus fort taux de diplômés du MIT aux États-Unis est d'origine algérienne, et de faire en sorte que des projets de développement porteurs simultanés, construits ensemble entre l'Union européenne et là, il faut dire que le grand échec a commencé avec les accords Euromed de Barcelone, parce que cette période dont je parle, c'était une période flottante entre la fin du système des blocs et le début de la structuration des relations autour de la Méditerranée avec Euromed. Eh bien, ce projet qui devait associer l'Algérie avec toute son infrastructure et ses capacités intellectuelles, avec une Europe en train de se chercher également, a échoué. Elle a échoué pourquoi ? Parce que, et je le dis ouvertement en toute responsabilité, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle George Shultz, ancien secrétaire d'État américain, mais à l'époque président de Bechtel, qui est venu au moment où je négociais des choses avec les autorités algériennes, faire capoter ce projet en disant il est interdit que vous ayez des relations directes avec l'Union européenne. Je terminerai sur un point. J'ai eu, dans ce cadre-là, un débat avec Pascal Lamy, à l'époque, il n'était pas encore, qui était commissaire européen, et qui disait que si vous voulez, vous, pays du sud de la Méditerranée, Algérie, Tunisie, Égypte, etc., entrer en modernité, vous devez vous aligner sur les normes européennes. Je lui ai renvoyé à la figure les normes européennes en matière de décantation de l'huile d'olive. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il n'a pas su répondre à la question. Mais j'ai terminé sur un point dans ce débat avec lui en lui disant, Monsieur Lamy, nous sommes partenaires et nous ne sommes pas vassaux. Et la problématique se situe aujourd'hui au cœur des relations que nous devons construire entre cette Union européenne qui n'est plus ce qu'elle était à l'époque. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et je comprends parfaitement les difficultés que peut rencontrer Mme Yenbou ou ses collègues qui pensent de la même manière, qui souhaitent que cette Union européenne soit différente de ce que l'on voit et dont je parlais tout à l'heure. Mais je dis que de toute façon, la seule voie pour l'avenir, c'est de reconstruire ces passerelles. Et je crois que ce soit Mme Yenbou, Deribi, ou M. Hani ou d'autres personnes ont un rôle très important à jouer, même s'il va être très difficile, parce que je pense et je vois les dérives qui vont nous arriver sur la tête, qui ont commencé en 2019, mais je crois qu'elles vont s'aggraver avec les prochaines élections européennes. Très bien, revenons aux élections européennes. Madame Yenbou, quelle importance pour les diasporas d'Europe d'avoir des élus qui leur ressemblent ? Est-ce que je peux rebondir sur quelques petites choses qui ont été dites et qui me semblent intéressantes, mais notamment la fin. Pour les élus, je crois que c'est M. Hani qui a parlé de 500 élus locaux. Et lorsqu'on regarde de plus près, les portefeuilles que ces élus locaux ont, en général, c'est les relations avec les associations. On a beaucoup de mal encore à leur donner la gestion du budget, même
lorsque les compétences, la personne a les compétences. Donc, ouais, on peut aller encore plus loin et voir qu'il y a un réel problème. Sur reconstruire les passerelles. Moi, je pense qu'il faut déjà les construire, parce qu'elles n'ont jamais été, pour moi, construites, en tout cas pas les bonnes passerelles. Les ponts entre les peuples, effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Et au Parlement européen, et vous l'avez dit, ça a été très compliqué, parce que cette voie-là, j'étais pratiquement la seule à la porter en affaires étrangères et en droit humain, qui étaient pour moi des domaines vraiment étrangers avant d'arriver en 2019, et dans lesquels j'ai plongé. Et j'y ai plongé par le biais de l'Union pour la Méditerranée. Et notamment par une vision, un changement de lunettes en disant attention, l'Afrique et la Méditerranée de manière particulière ont changé et on ne peut plus les regarder de la même manière. Donc cette histoire d'égal à égal que j'entends depuis tout à l'heure, c'est ce que j'ai prôné pendant 5 ans dans l'Union pour la Méditerranée et l'UE-UA. Ce regard différent, ce travail d'égal à égal a permis des choses assez qui peuvent être symboliques mais qui sont importantes. Par exemple, suite à mon acharnement là-dessus, la DG de la commission qui s'appelait Développement, DV, maintenant s'appelle Partenariats internationaux. Donc déjà, le mot partenaire inclut en lui qu'il y a un côté d'égal à égal. Je crois que le virage est en train de se faire. Il faut continuer à pousser. On le voit dans les nouveaux projets. Il y a une autre façon de voir les choses. On n'est pas encore arrivé, mais je pense que la compréhension est de plus en plus entendue pour faire ce changement de travail d'égal à égal et arrêter d'avoir ce regard un peu post-colonial sur l'Afrique ou sur la Méditerranée. Pour ce qui est de la diversité, ce que ça peut apporter, je pense que lorsqu'on réussit dans un domaine, quel qu'il soit, on vient en fait couper un peu cette sous-représentation et forcément on devient une personnalité visible et inspirante, en tout cas je l'espère, pour ceux qui nous ressemblent entre guillemets. Et finalement on porte un devoir malgré nous d'exemplarité car on sait que beaucoup vont s'identifier à nous et c'est le cas pour moi. Mais c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres, comme Rachida Dati, Rachid Arab, qui a été un symbole pour nous, Kylian Mbappé, Rojdi Zem, Leila Bekti, Omar Sy. Mais il en faut encore énormément. Et toutes ces personnes-là, comme moi, nous avons un rôle à jouer. Et je m'en suis aperçue en me rendant dans mon tour de France des lycées. J'ai sillonné la France, de Lille à Marseille, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour justement que ces jeunesses de nos quartiers, à qui on ne donne pas la parole sur des sujets assez importants, je pense, qu'est l'Europe, puissent s'exprimer et proposer leurs idées pour l'Europe de demain. Donc j'ai compilé toutes ces idées que j'ai remises au président Macron. Mais au passage, j'ai vu dans leurs yeux, dans nos échanges, qu'à travers le récit de mon parcours depuis l'endroit où j'ai grandi et où je suis née, jusqu'à ma fonction au Parlement européen, j'étais un exemple pour eux. Une manière de se dire ah mais oui en fait c'est possible, c'est plus compliqué mais c'est possible. Et là souvent on parle de plafond de verre. Le plafond de verre ce sont les autres qui les mettent et je crois qu'il est important aussi et de parler et c'est une expression que j'ai un peu inventée, de chaussures de plomb qui nous permettent même pas de nous envoler et de nous dire moi j'aimerais bien faire ça quand je serai plus grande. Je caricature un peu mais c'est vrai. J'aimerais bien être ministre, j'aimerais bien être président, pourquoi pas. J'aimerais bien être présentateur comme Rachid Arab. Ça, on ne l'imaginait pas 3 secondes. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail de représentativité pour que les gamins puissent se reconnaître et se projeter, mais aussi travailler sur le plafond de verre. Et ça, c'est une autre question ou une autre problématique qui s'ajoute. Monsieur Hani, Madame Yenbou parle du fait qu'elle est devenue, malgré elle, inspirante. Quand on la voit, on se dit « Ah tiens, c'est possible ». En préparant cette émission, avec mon équipe, on a passé au peigne fin les listes européennes des 27 pays. Aucune liste ne comporte un nom d'une personne issue de la diversité à sa tête. Pas de tête de liste issue de la communauté diasporique. Comment vous l'analysez? Comment
C'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on a tendance à penser qu'aujourd'hui, le fait d'être conseiller communal, d'être peut-être maire d'une ville française, d'une petite ville française, et on a tendance à mettre un plafond aux ambitions des candidats d'origine maghrébine, je vais parler d'Algériens plutôt, d'origine algérienne. Donc là, je me dis encore une fois, il faut de l'ambition, il faut aller au charbon. Ce qu'elle fait, votre invité aujourd'hui au niveau du Parlement européen, c'est vrai que c'est important, mais j'aurais aimé en avoir plusieurs. Maintenant, la solution, elle est où? Les ambitions, la solidarité, parce que moi j'ai eu malheureusement, je l'ai découvert quand j'ai eu une rencontre l'année dernière avec des élus franco-algériens, où on sentait quand même qu'il n'y avait pas une équipe qui était soudée autour d'un projet. Ça c'est vrai, ça s'explique par les tendances des tendances politiques différentes. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir être solidaire et avoir de l'ambition et s'accompagner et être solidaire pour avoir des postes, comme l'a si bien dit. Pourquoi pas avoir demain un candidat en 2027 en France, par exemple, d'origine maghrébine ou algérienne. Moi, je vais parler plutôt d'origine algérienne. D'origine algérienne. Nous posons sur l'échiquier français. Nous avons les voies qu'il faut. Maintenant, il y a un travail d'équipe qui doit se faire, et puis de l'ambition aussi. Qu'est-ce qui fait obstacle à cette représentation politique de la communauté diasporique, selon vous? Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se conquiert. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Je veux dire, quelqu'un qui a le pouvoir, il ne le lâche pas. On voit bien la difficulté même d'opérer à une démarche de transmission pour ceux qui sont au pouvoir. Rarement, ils lèguent la suite à leur famille politique. Ils préfèrent presque voir la famille politique adverse prendre le pouvoir. Donc, c'est l'humain comme ça. Donc, on est dans ce monde-là. Après, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans son identité d'origine en disant « oui, on ne veut pas me laisser la première place, je suis une minorité, il y a le passé colonial ». Moi, mon identité, je la vis très très bien. Moi, je suis français, j'ai des ambitions, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Je suis d'origine algérienne, je suis fier de mes origines. Donc, on va monter un mouvement pour la diaspora là, parce qu'on a entendu l'appel du président Tebboune. On va le monter. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de venir en reparler avec vous très prochainement. Mais il va se structurer, il va prendre de la place et il sera utile autant au pays de résidence qu'au pays d'origine. Voilà. Donc, en fait, je veux dire, il y a des problématiques, des freins, des obstacles, mais il y a aussi une forme d'autocensure. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Et puis, il n'y a peut-être pas eu assez de structuration aussi de ce qu'on appelle diaspora, diversité, minorité. Moi, j'en ai un peu assez de tous ces termes, pour tout vous dire. Hein. Inclusion, intégration, assimilation, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire, quand vous êtes né en France, que, comme moi, vous avez l'accent marseillais, vous êtes un provençal, moi, j'ai m'intégré à rien du tout. Je veux dire, moi, j'ai aucune preuve à faire envers qui que ce soit. Je veux dire, m'assimiler à quoi ? Vous voulez me désintégrer il n'en est pas question. J'ai une éducation, j'ai des valeurs, j'ai des principes. J'ai une fierté aussi du parcours de mes grands-parents, d'origine algérienne, de mes parents, de ceux qui ont contribué à l'indépendance de l'Algérie. Ça fait partie de mon identité. Et je suis français et fier d'être français. Et tout ça n'est pas incompatible. Donc si on veut que les autres le comprennent, il faut aussi qu'on dégage cette forme de compréhension. Si on s'autocensure, comment voulez-vous qu'en face, on vous prenne en compte dans toute la dimension de votre identité propre? On a parfois eu des complexes face aux obstacles qu'il y avait aussi. Donc c'est un travail qui doit être fait, j'allais dire, de toutes parts, des deux côtés. On doit déverrouiller la société, mais on doit aussi se déverrouiller soi-même parfois. Donc, en pensant que son patronyme est un obstacle, que son quartier est un obstacle, que... je veux dire, je crois qu'il faut aujourd'hui dire à la jeunesse française que le travail, que l'ambition, que la capacité aussi d'être solidaire, ce sont des choses qui sont absolument indispensables pour trouver sa place dans la société. Et personne ne vous offrira quoi que ce soit. Et surtout en politique, ça n'existe pas. Je veux dire que c'est un monde qui est très dur, qui est très complexe, qui est fait de trahison, qui est fait... C'est ça la politique aussi. C'est pas Alice au pays des merveilles, quoi. Je veux dire. Et le rapport entre les peuples sur le plan économique, entre les nations sur le plan géopolitique, sont des rapports qui sont d'abord basés sur des rapports de force économiques. Là aussi, on parle de droits de l'homme. Excusez-moi, quand on voit ce qui se passe en Israël, en Palestine, où sont les droits de l'homme? Où sont les droits de l'homme? C'est l'ignominie la plus totale. Où est la politique, au sens noble du terme? Elle n'est pas présente.
Et moi, quand je vois l'Union européenne, j'ai été parlementaire européen, qu'on parle d'une civilisation européenne, qu'on parle d'une cohésion européenne, mais tout ça, c'est de la foutaise. Chaque pays de l'Union européenne joue très individuel en réalité. Et vous voyez bien qu'on est d'accord sur rien. Il y a eu la crise de la Covid, on se volait des masques sur les tarmacs entre pays de l'Union européenne. Donc il n'y a pas eu de solidarité en réalité. Est-ce qu'il y a une Europe de la défense? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une Europe des affaires étrangères? La réponse est non. Est-ce qu'il y a une Europe de l'énergie? Non, il y a un marché de l'énergie. Mais il n'y a pas d'Europe de l'énergie en tant que telle. Je veux dire, vous voyez, est-ce qu'il y a une Europe de l'agriculture? Non, puisque les Français subissent une politique déloyale en matière de politique agricole. Et pas avec les autres continents, avec les pays de l'Union européenne. Donc cette Europe politique, elle est à bâtir. Elle est à faire. Tout reste à faire. L'Europe des pères fondateurs, l'idée est fantastique. Mais est-ce qu'elle s'est concrétisée? Force est de constater que non. Donc tout reste à faire. Avec ces diasporas, avec l'ensemble des peuples et des populations européennes. Absolument. Et je vais passer la question à M. Rudolf El-Karré. Une question, M. El-Karré, certains observateurs sont très subjectifs, ne croient pas du tout à cette communauté diasporique qui vit dans les pays des membres de l'Union européenne qui veuillent faire de la politique. On les étiquette, on les taxe même d'arabes de service. Ce sont des gens, en général, qui ont un certain profil. Ils sont là juste pour des raisons bien précises. Quel regard vous portez par rapport à ce positionnement? Écoutez, ce que vient de dire M. Zeribi est extrêmement interpellant parce qu'en fait, il est en train de faire le procès au sens strict du terme de toute la construction européenne telle qu'elle a dérivé depuis au moins une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis le moment... Notre sujet, la construction européenne. Notre sujet, ce sont les élections européennes prochaines. Il vient, Madame Lefebvre, mais comment voulez-vous parler des élections européennes qui vont déterminer l'avenir de la construction européenne sans parler de ses dérives? Aujourd'hui, où est l'idée d'Union européenne telle qu'elle a été portée par les pères fondateurs? Où est-elle? Regardez l'état de démantèlement et de fractionnement des positions des États européens. Les institutions communautaires ont été affaiblies. Je ne veux pas, je vous dis, je ne voulais pas entrer et je ne veux pas entrer dans des polémiques. Mais prenons le cas de l'Union de l'Union pour la Méditerranée. À quoi elle sert l'Union pour la Méditerranée? L'Union pour la Méditerranée a été inventée par M. Sarkozy pour essayer de faire rentrer par la fenêtre, en contournant la question fondamentale politique de Palestine, de l'entité coloniale qui sévit en Palestine occupée. Et je pèse mes mots et je le dis ouvertement, et je l'ai dit lors d'une réunion de l'UPM avec les responsables français. Aujourd'hui, où est l'Union européenne et l'indépendance de la position européenne en fonction de ces valeurs qu'on nous chante le matin, à midi et le soir sur les droits de l'homme et les valeurs, après ce qui s'est passé à Gaza? Ce sont des questions fondamentales. Et lorsque vous dites qu'il s'agit d'élections européennes, les élections européennes sont aujourd'hui un enjeu parce que nous allons essayer de savoir quelle Europe veulent les Européens. Si c'est une Europe fermée sur elle-même avec des barbelés autour, et à ce moment-là, il n'y aura plus d'idées européennes, ou si c'est une Europe qui se retrouve être ce qu'elle voulait être, ce qu'elle souhaitait être au départ il y a 20 ou 30 ans, c'est-à-dire une Europe intégrée dans un monde multipolaire où elle a son rôle à jouer avec d'autres pôles qui sont émergents, comme l'Afrique, comme l'Amérique latine. Aujourd'hui, où est l'Union européenne? L'Algérie est porteuse d'un projet. Aujourd'hui, autour de la Méditerranée, est porteuse d'un projet en Afrique. Où est le répondant européen? Où est l'écho européen à ce projet-là? Où est-il? La réponse n'est pas dans le fait d'avoir des gens uniquement issus de l'immigration. Ils ont un rôle fondamental à jouer. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais au début. La question est une question de programme politique. Moi, ça ne m'intéresse pas qu'un monsieur Sonak porte le programme de l'ultralibéralisme et de l'Empire britannique. Ça, ce n'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment pouvons-nous contribuer à construire un monde différent en finissant
quasiment avec tout l'héritage colonial pour construire des sociétés plus justes et des sociétés responsables, comment dire, respectant la notion d'humanité. Quand aujourd'hui vous avez des gens, et ça je viens ici, le problème est extrêmement complexe. Vous avez aujourd'hui un débat en France, certains qui vous disent, figurez-vous, hein, le droit des robots. Et si votre robot en entreprise, la culture d'entreprise est fondamentale, vous vous souvenez qu'on en avait parlé. Si vous avez comme collègue un robot, comment vous vous comportez? Aujourd'hui, la notion de transhumanisme, post-humanisme, etc. est en train de détruire l'humanité. Or, les valeurs que porte Mme Yembou dans son héritage, M. Zeribi, etc., que je porte moi-même aussi d'une certaine manière, ce sont des valeurs humanistes, où l'humain, l'être humain, est au centre des activités humaines et pas au service des activités et d'une minorité. Et là, on peut parler aussi d'une minorité. Et l'enjeu des élections européennes, il est là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons vers une véritable confrontation, même si personnellement, je ne suis pas catastrophiste. Je ne suis pas sûr que l'extrême droite va pouvoir l'emporter. Mais comme je vous l'ai dit un jour, elle peut aussi l'emporter parce que les idées de l'extrême droite peuvent infiltrer l'idéologie d'autres forces politiques. Il faut attendre de voir ce qui va se passer. Moi, j'espère qu'il y aura un sursaut au niveau des opinions publiques européennes et qu'on pourra retrouver ces éléments fondateurs humanistes de la construction de l'Union. Madame Yembou, Monsieur Rudolf El-Carré, il vient de vraiment poser les questions de fond et vous êtes interpellé. Non, moi, je ne sais pas Madame Yembou qui interpelle. En tant que députée européenne. Elle est députée européenne en fonction. Madame Yembou. Elle ne peut pas rester seule à faire ce travail. Il faut qu'il y ait toute une structure qui porte ça. On va la laisser répondre. Oui. Effectivement, tout à l'heure, je crois que c'est Karim qui parlait de l'Europe. Cette Europe, elle est très jeune, hein, finalement. Elle est en construction. Vous, monsieur, vous avez parlé des droits humains. J'ai sillonné pas mal de pays du Sud et c'est vrai que la première question qui a été mise sur la place, notamment depuis le mois d'octobre, sur la table, c'était les droits humains, on ne veut plus en entendre parler. On ne peut plus échanger là-dessus. Donc ça, c'était très compliqué. Cela dit, c'est pas parce que la manière dont on a appliqué, c'est ce qui nous est reproché, hein, c'est pas le problème des droits humains. Ce qui est reproché à l'Europe, c'est la manière dont elle applique les droits humains d'un pays à l'autre. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas fait ce qu'il faut en termes de droits humains qu'il faut jeter à la poubelle les droits humains. Je pense que c'est une base qu'on doit tous garder et sur laquelle on doit continuer à travailler. C'est plutôt la mesure, la manière dont on utilise ces droits humains qui est à revoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je ne vais pas aller trop sur les questions européennes, mais je crois qu'au niveau européen, cette représentation, elle est importante, et je le disais tout à l'heure, c'est la manière de voir les choses. Et puis finalement, le fait d'avoir une double culture permet une compréhension plus facile du Sud. Quand on va n'importe où d'ailleurs, hein, on peut aller, je suis allée au Mexique, il y avait une espèce de compréhension mutuelle qui était plus importante que pour d'autres personnes. Parce qu'il y a un vécu différent que moi, je porte aussi en moi et au quotidien. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut aller. Je voudrais aussi rebondir un peu sur ce qu'a dit Karim tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir de preuves d'intégration à donner. Effectivement, moi, je suis complètement d'accord. Je n'ai pas à prouver du matin au soir que je serai moins française ou plus française ou autant française que qui que ce soit. Mon côté français, je le porte entièrement et je ne suis pas moitié française et moitié d'une culture d'origine. Non, je suis entièrement française et je porte ma culture d'origine. Et je n'ai pas de souci avec ça. On me reprend souvent en disant « Vous avez dit que vous étiez fière de vos origines. » Oui, pourquoi je ne serais pas fière de mes origines? Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on poserait cette question à quelqu'un qui serait franco-américain? On ne lui demanderait pas s'il est fier d'être américain et pourquoi? Non, par contre, on me la pose à moi assez régulièrement. Donc, le fait d'être né en France, ça suffit normalement, ça doit suffire normalement pour dire qu'on est français, on parle la langue, on a la culture, on mange à peu près comme n'importe quel Français, même si on sait faire un couscous, je sais faire un couscous, et ça ne me rend pas moins française que qui que ce soit. Mais je sais aussi faire un taboulé libanais ou un plat indien, et ça ne me rend pas moins française qu'autre chose. Mais c'est plutôt ce que les autres nous renvoient au quotidien. Au quotidien, on vous fait remarquer
Ah, mais tu manges pas de porc. Là, je suis allée au salon de l'agriculture. On m'a demandé si ça ne me gênait pas d'aller rencontrer les éleveurs de porc. Bah, là, vos bras en tombent. Enfin, pardon, quoi. Je vais pas croquer dans les éleveurs de, enfin, dans un porc. Je mange pas de porc. Et ça pose pas de problème d'aller rencontrer et de discuter sur les difficultés des éleveurs de porc. Et c'est ça qui est au quotidien, on vous renvoie à chaque fois comme si c'était un problème. Vous avez parlé de la situation au Moyen-Orient. On a remis en doute la semaine dernière mon intégrité par rapport à ça, au sein du Parlement, en disant non, mais t'es pas très objectif. Ah bon? Et pourquoi moi je serais pas objectif? Parce que je m'appelle Salima, et du coup, moi, je peux pas défendre les droits humains et la paix. Et donc, moi, je ne serais pas sensible à la mort d'un enfant israélien ou même d'une personne âgée israélienne civile qui n'a rien demandé, qui n'avait rien à voir avec ça. Donc, moi, je serais inhumaine parce que je m'appelle Salima. Pardon, mais en fait, ce côté, on vous le renvoie au quotidien et cette violence, vous la subissez au quotidien. Donc, oui, le pouvoir, ça se complique, je suis d'accord, hein, Karim. Mais purée, c'est quand même plus compliqué pour nous, comme pour tout le reste. Alors moi, j'ai jamais baissé les bras, j'ai continué. Là, on échange là-dessus, c'est pas quelque chose sur lequel je parle au quotidien. Moi, j'ai accepté le deal, c'est plus compliqué. Mais ce qui était dit aussi avant, c'est qu'en plus de devoir trouver sa place au milieu d'autres, on a aussi dans nos diasporas des personnes qui, au lieu de se dire, ben, là j'ai quelqu'un qui est déjà là, je vais aller chercher ailleurs une place. Non, il y a en plus des gens de nos diasporas qui essaient de vous piquer votre place. Donc, il y a un travail encore plus compliqué. Vous devez encore vous battre beaucoup plus, même si, je le sais bien, c'est très violent la politique au Salima quotidien. Yenbou. Cela dit, c'est encore plus violent. Salima, pardon. Je devais poser maintenant ma question à M. Hani, parce que c'est à tour de rôle. Mais Karim Zeribi brûle d'envie de réagir. Allez-y. Vous permettez, M. Hani? Non, mais réagir, c'est vrai que la question palestinienne me tient particulièrement à cœur et j'avoue que je ne suis pas très fier aujourd'hui des positions de la France. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Je considère que la voix de la France n'a pas été à la hauteur de l'enjeu sur ce qui se passe aujourd'hui depuis 4 mois avec cette éradication du peuple palestinien. Plus de 30 000 morts, 100 000 blessés, je veux dire, des gens qui sont déportés. Il faut utiliser les bons mots. Donc, toutes les conditions du génocide. C'est la Cour internationale de justice qui le dit, par une plainte de l'Afrique du Sud. Où est la voix de la France? Le président Macron, le lundi, nous dit soutien inconditionnel à Israël. Le mardi, il nous dit qu'il faut un cessez-le-feu. Je veux dire, ça suffit, quoi. Ursula von der Leyen, qui est la commissaire européenne, a apporté un soutien, je dirais, qui était sans limite à Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Où est la civilisation européenne? Où sont les valeurs européennes? Et heureusement qu'on a Joseph Borrell, qui est en charge des affaires étrangères, qui s'est indigné. Mais quand vous avez dans un continent qui se dit et qui se prétend structuré, portant des valeurs et des principes, donc une commissaire européenne qui a un soutien conditionnel à Israël et un commissaire chargé des affaires européennes qui s'indigne et qui trouve scandaleux la riposte disproportionnée qui éradique le peuple palestinien, où est la voix européenne? Donc on voit bien qu'on a un problème aujourd'hui de positionnement, de valeurs, disons le terme. Utilisons cette notion-là. Parce qu'après, on peut faire de la politique, mais elle s'appuie sur quoi, la politique? L'opportunisme économique, les intérêts particuliers, c'est quoi la politique au sens noble du terme? Si ce n'est pas un projet progressiste de civilisation qui met l'humain au centre de nos préoccupations. Mais tout ça est balayé d'un revers de main aujourd'hui. On va aller demander un embargo sur Poutine et on va livrer des armes à Netanyahou. Mais on marche sur la tête. C'est à devenir fou. Et quant à l'identité française, je suis désolé de le dire, mais nous n'avons rien à démontrer ou à prouver. La France n'est pas une nation ethnique. Il faut élever le débat. Il faut le placer sur le terrain intellectuel. Je veux dire, les origines, donc, on n'en a que faire dans l'idéal français, en réalité. Et si certains ramènent cette question dans le débat politique, il faut leur rappeler ce qu'est la France. Même si nous ne sommes pas les premiers arrivés. C'est peut-être nous, les derniers arrivés, qui sommes plus fidèles à l'idéal français républicain. La France n'est pas une nation ethnique, c'est une adhésion à des valeurs universalistes. Et la France n'a jamais demandé à aucun de ses enfants de faire état d'amnésie ou de reniement de ses origines. Faut-il le rappeler?
Et quand je vois les débats que nous avons parfois sur le terrain national, ou voire pour des campagnes présidentielles, où vous avez des candidats qui osent dire il faudrait changer de prénom pour être un bon Français, mais on est au ras des pâquerettes. Pauvre France, j'ai envie de dire. Monsieur Zerébi, moi je suis de toute façon très contente, vous, Français, que notre chaîne, notre télévision, qui est belge, vous permet de vous exprimer sur des questions franco-françaises, puisque malheureusement, au niveau des télévisions mainstream, ce n'est vraiment plus possible, et surtout depuis le déclenchement de la crise ukrainienne et aujourd'hui. C'est la pensée unique, c'est la doxa. Il faut se battre effectivement sur les plateaux dans une situation qui est souvent numériquement pas égale. Vous avez plus ouvert les Belges, hein, vous avouez, vous, les Français? Les Belges ont été très bons. Très bien. Monsieur Hani, vous, en tant que député européen, pardonnez-moi, quel lapsus, député algérien, vous avez certainement des échanges de vues, des discussions avec vos collègues européens. Donc, députés européens, vous pensez que le fait d'avoir des députés européens d'origine algérienne, en l'occurrence, facilite ce contact? Oui, bien évidemment, ça facilite, mais j'ai envie de dire à Salima une chose. C'est qu'aujourd'hui, personne ne vous fera de cadeau, spécialement en politique, ça il faut être clair. Donc le combat qu'on doit mener, on doit le mener ensemble pour vous accompagner. Et puis, et elle a précisé une chose, c'est que même en fait, on les a noyés dans un verre avec plein de litiges intracommunautaires, donc il va falloir à un moment donné se dire que s'ils ne font pas le travail, s'ils ne vont pas, excusez-moi l'expression, au charbon ensemble, on n'aura pas d'élus européens. Et la preuve est qu'on ne trouve personne à la tête des listes. Donc, aujourd'hui, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que ce pont existe, elle l'a si bien dit. Moi je dis on relance un pont entre les deux rives, mais moi je dis qu'avec la forte communauté qui existe sur le territoire européen, je pense qu'on peut avoir une représentativité, mais attention, laissons les petits conflits personnels de côté et travaillons dans un intérêt commun. Maintenant, j'espère que ces élections donneront un taux ou un nombre important d'élus européens d'origine maghrébine ou spécialement algérienne, parce qu'effectivement ça facilite. Effectivement le message passe plus facilement. Effectivement on partage surtout sur quand on parle de Palestine ou les points de politique étrangère, on partage quand même les points de vue. Maintenant ça va être très très difficile, mais encore une fois, moi personnellement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, j'accompagne ce genre d'initiative et je pousse tout le monde à faire de la même. Monsieur El-Karay, tout à l'heure, vous avez boycotté ma question. Hein. Je vous parlais de la notion d'arabe de service, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou de migrants de service, quand ces personnes se présentent aux élections européennes, fédérales, nationales, municipales. J'attendais de votre part un point de vue scientifique, bien sûr. Oui, Madame Lefebvre, mais c'est une question délicate, parce que en fait, ce ne sont pas des personnes comme Madame Yenbou ou Monsieur Zerébi qui sont les Arabes de service. C'est pas du tout ça. Les Arabes de service, on les connaît. Ce sont des gens qui sont disposés à reprendre l'idéologie d'un groupe dominant dans une société dominée arabe ou autre chose de service, hein, ce n'est pas seulement les Arabes qui sont là, pour reporter le discours colonial sur nos sociétés. Et les Arabes de service, ça existe, et ils servent souvent d'alibi. Et ça, je pense que autant Mme Yenbou que M. Zerébi savent de quoi je parle. Mais je ne voudrais pas terminer sur cette note négative. Je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de parler de mon expérience sur le temps long. Nous sommes aujourd'hui à un moment où les équilibres sont en train de changer. Le monde est en train de changer. Et vous allez voir que le rapport de force qui est en train de changer va faire en sorte que des personnes comme vous deviendront des référents. On va venir vous demander qu'est-ce que nous devons faire pour recoller les morceaux que nous avons nous-mêmes cassés. Vous allez le voir. Et je me souviens d'avoir tenu un discours à Barcelone, parce que j'ai participé à l'élaboration des accords de Barcelone. 10 ans après, les mêmes qui nous ont fait échouer et capoter les projets que nous avions portés, qui étaient des projets passerelles, et qui, en fait, étaient des projets, les leurs, de reconduction des rapports de dépendance, sont venus nous trouver pour nous dire « Mais qu'est-ce qui a fait que nous avons échoué ?» Je vais revenir 10 ans en arrière, vous allez voir ce qui a échoué.
Et c'est pourquoi vous deux qui êtes là et d'autres comme vous sont porteurs d'espoir. Il ne faut pas plier devant les pressions du mainstream. Hein. Je vous donne un exemple. Un jour, un député ici, à l'époque où la Grande-Bretagne était encore membre de l'Union européenne, il me dit vous ne voulez pas être transparent. Et il croyait que j'allais écraser. Je lui dis oui, je ne veux pas être transparent vis-à-vis de vous, monsieur, parce que je n'ai aucune intention d'être transparent pour vous. Votre transparence, elle est ailleurs. Et ce n'est pas vous qui allez m'imposer la manière de construire ma propre personnalité et de me présenter à vous. Je ne suis pas obligé d'être à votre image. Point à la ligne. Et c'est ce combat, cette force-là, qui fait que nous pouvons construire l'avenir. Ne prenez pas les choses comme si les choses étaient en train de se terminer aujourd'hui et demain. Nous sommes dans un monde qui change et vous représentez l'avenir. C'est-à-dire vous représentez le monde avec des passerelles. Et on va venir vous trouver pour vous dire, vous qui avez une double culture, un double héritage ou un triple comme le mien, etc., c'est l'Amérique latine, Proche-Orient, Liban, arabe, français, et tout ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour reconstruire ce monde sur la base de l'humanité et pas sur la base de la déshumanisation? Salima Yembou, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une implication, une participation politique plus active de la part de la diaspora, selon vous? La volonté, on la trouve. Hein. En regardant les chiffres, on la trouve. Et je crois que c'est autour d'un projet, alors si je parle de la France, ça serait un projet avec les pays d'origine divers, donc une implication importante qui leur permettrait de travailler sur du gagnant-gagnant. C'est ça, c'est le win-win avec les autres pays qu'il faut travailler. Et puis après, il y a aussi une culture politique. Moi, je n'avais pas de culture politique familiale. Donc, je me suis engagée dès le départ, et c'est ce que je fais en général quand je vais dans les établissements scolaires ou quand je vais dans les quartiers pour échanger, c'est que je leur dis, c'est un engagement, et c'est un engagement, il faut essayer de voir ce que vous avez envie de défendre. Vous engager pour vous engager, ça n'a pas de sens. Que voulez-vous défendre? Quel est votre objectif à vous? Et donc, dans ce cas-là, souvent, on commence par l'associatif. Moi aussi, j'ai commencé par l'associatif. Et après, je me suis aperçue que les lieux de pouvoir, c'était pour moi être enseignant, par exemple, pour changer aussi l'avenir de ces gamins. Et puis après, en politique, c'est un pouvoir, mais le pouvoir de faire quoi? Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de réfléchir et d'expliquer que lorsqu'on rentre en politique, d'une part, comme disait Karim Zeribi, ben, c'est la guerre, hein, on est tout le temps en train de se battre pour faire avancer nos idées et puis pour garder son poste, pour pouvoir continuer à faire avancer nos idées. Et puis, quelle est cette idée? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a beaucoup de questions. Et puis, aussi, le fait d'avoir des modèles qui permettent de se dire, il y a une place pour moi. Moi, je suis d'accord que l'idéal républicain existe, mais justement, on l'appelle l'idéal républicain. Donc, ça veut dire qu'on n'y est pas encore arrivé. Comment on travaille tous ensemble pour que cet idéal républicain soit une réalité partout en France? Et je crois que ça, c'est un vrai travail pour justement sortir un peu de ces carcans qu'on se rajoute et puis éviter aussi les carcans qu'on nous rajoute. Parce que c'est vraiment ce double carcan qui, au bout d'un moment, est très lourd à porter, dont on se sent un peu prisonnier des siens, mais aussi des autres. Donc, comment on fait pour préparer Alors, j'ai entendu qu'il y avait une initiative de Karim. C'est aussi se réunir et se compter et se dire que finalement, on est ensemble, échanger ces pratiques. Ça aussi, c'est important. Et je pense que dans ce que Karim Zeribi est en train de construire, ça sera aussi un lieu où chacun pourra échanger avec l'autre pour essayer de voir comment lui, il s'en sort, comment il essaie d'avancer et comment on peut s'entraider ensemble pour un même objectif qui est de créer ces ponts dont vous parliez, monsieur. Pour moi, ils n'ont jamais été créés correctement, hein, voire ils n'ont jamais été créés. Donc, comment on les crée pour avoir un win-win entre son pays d'origine et le pays dont on a la nationalité pleine et dans lequel on a grandi. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Moi, je suis contente d'entendre que vous vous projetez sur l'avenir en disant que finalement, des personnes comme nous, on va venir nous chercher, mais on va venir nous chercher parce que ça brûle, en fait. Parce que ça ne va pas. Voilà, c'est ça. Alors que ça fait des années que justement par cette double vision,
On dit attention, ça va péter. Attention, avec l'Afrique, ça va péter. Attention, il faut avancer. Moi, quand je vois qu'en 2019, je fais un rapport sur le racisme où je travaille sur les œuvres spoliées et finalement, je le passe en catimini dans mon texte parce qu'on me dit c'est hors sujet et je leur explique mais non, c'est pas hors sujet. Nous, Européens, on a des musées, on a des œuvres pour nous raconter. Pourquoi les Africains ne pourraient pas se raconter à travers leurs œuvres qui ont été volées et qui se trouvent dans nos musées? C'est incroyable. Donc, et c'est un très joli mot de conclusion parce qu'on est en train de faire le dernier tour de plateau. Je n'ai plus beaucoup le temps, Madame Yenbou, pardonnez-moi. Je donne la parole à Karim Zeribi, aussi un dernier mot. Oui, mais je suis assez d'accord avec M. El-Karé sur le fait qu'il y ait une recomposition du monde qui ne concerne pas simplement l'Afrique, mais qui concerne aussi les pays du Moyen-Orient, d'Asie. On a l'Inde qui va jouer un rôle de plus en plus important dans le monde. On voit les BRICS qui commencent à jouer un rôle très important dans la redéfinition des rapports de force économiques. Moi, je dirais que l'Occident est dans une fin de cycle et qu'il y a une redéfinition des rapports de force. Et d'ailleurs, je vais même plus loin que ça. Vous savez, on a eu la fin de la Société des Nations en 1945, et on a accouché de l'Organisation des Nations Unies que l'on connaît aujourd'hui. Moi, je vois les limites aujourd'hui de l'ONU, des Nations Unies. Et on le voit dans le conflit à Gaza. Quand vous avez un Conseil de sécurité composé de 15 pays, dont 5 ont le droit de veto, et que parce qu'un pays pose le droit de veto, il est impossible de parvenir à un cessez-le-feu ou à mettre Israël et son gouvernement d'extrême droite en difficulté. On se dit que les Nations Unies ne sont plus la maison appropriée pour régir les rapports de justice dans le monde. Et qu'il faut effectivement plus d'équilibre, plus de discernement, plus de voix aussi à des pays qui n'en ont pas assez aujourd'hui. Donc oui, le monde se redéfinit. Et dans cette redéfinition du monde, là où je suis d'accord avec M. El-Karé, c'est que nous devons jouer un rôle plus important que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Donc notre rôle sera essentiel par notre double sensibilité. Une sensibilité occidentale, qu'il n'est pas question de nier ou de renier, mais aussi par une autre sensibilité, qui nous permettra peut-être d'être, je dirais, enclin à aller vers plus de justice, pour mettre l'humain au centre de nos préoccupations, je le disais tout à l'heure, sans définition, je dirais, de communautarisme. Parce que moi, je fais la différence entre les liens communautaires et le communautarisme. Le communautarisme, c'est la définition d'une société qui se développe de manière séparée. Les liens communautaires, c'est faire état effectivement d'une démarche de solidarité à laquelle appelle Salima dans la manière dont on doit fonctionner, tout en étant français, mais en ne niant pas nos particularités, nos particularismes communautaires et le fait que nous soyons fiers de nos origines. Tout ça, aujourd'hui, doit être concilié, que cela plaise ou non, il faudra faire avec nous. Très bien, il me reste 2 minutes, j'en donne une à M. Mohamed Hani et la deuxième minute, ce sera pour M. El-Karé. M. Hani. Alors j'attendrai les résultats justement de l'élection européenne et puis je me dis, j'espère qu'on aura quand même des élus d'origine maghrébine d'une manière générale et puis je rejoins l'initiative de Karim. Le 8 mars, ça sera l'occasion à Salima de vous retrouver, d'essayer de faire un travail qui va justement vous permettre d'échanger et de penser à un avenir parce qu'il y a une redistribution des cartes en ce moment. Il y a une mutation sur la scène politique européenne et mondiale. Donc, surfons sur la bonne vague et je pense qu'il y a un travail en commun à faire. Et puis, gardons le contact. On doit travailler tous ensemble dans l'intérêt commun. J'espère que vous serez avec nous, monsieur. Avec grand plaisir, bien sûr, bien sûr. Eh ben, le rendez-vous est pris, j'espère, tous les trois. Et à Bruxelles, je serai témoin, hein. Je serai là. Avec plaisir. Monsieur Rudolf El-Karé, le tout dernier mot est à vous. 60 secondes, top chrono. Mais puisque l'Algérie est aujourd'hui à la pointe de ce combat, je souhaite vraiment que les Européens écoutent ce que disent les Algériens, écoutent le discours tenu par les autorités algériennes et la société algérienne pour construire de nouveau ces passerelles dont nous avons besoin. Et je souhaite aussi que les personnes qui sont représentées ici et celles qui leur ressemblent ne baissent pas les bras, ne considèrent pas, malgré la difficulté, que les obstacles sont insurmontables. Croyez-en mon expérience, lorsque je rentre face à un mur, c'est le mur qui s'effondre et pas moi. Très bien, Madame Yenbou, Monsieur Rudolf El-Karé, Monsieur Zeribi, Monsieur Hani, merci vraiment d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie.
Au revoir.